Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Chaque année, pendant 15 jours, la France vibre au rythme des rebonds de la petite balle jaune sur la terre battue. Cet événement vous passionne probablement, ou peut-être que, comme moi, vous ne comprenez rien au sport et vous vous demandez quel est le rapport entre l'aviateur Roland Garros et le tennis. Eh bien, je me suis penchée sur la question, et c'est l'histoire du plus grand aviateur de France mort en plein ciel pendant la Première Guerre mondiale que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Rangez les raquettes et accrochez-vous aux manches, on va décoller. Roland Garros, l'aviateur de tous les exploits. Épisode 1, voler du rêve à la réalité. Nous sommes dans le Var le 23 septembre 1913. Il est 5h52 du matin. Les premières lueurs de l'aube teintent de rose le ciel de la base aéronautique navale de Fréjus-Saint-Raphaël. Au milieu des militaires, il y a une civile nommée Marcel. Elle regarde son compagnon Roland Garros dans l'habitacle de son monoplan Morane-Saulnier. Le moteur du petit avion ronronne déjà. La traversée de la Méditerranée sans escale, l'aviateur en rêve depuis longtemps. 800 km sans se poser, c'est presque de la folie. Le monoplan s'élance enfin dans les airs. En quelques minutes, Roland Garros est déjà à 1000 mètres d'altitude. Il a traversé les brumes matinales, il est maintenant dans un ciel limpide, il ressent un bonheur intense. Le bourdonnement égal du moteur apaise ses inquiétudes. Tout va bien se passer. Ça fait moins de 2 heures qu'il a quitté Saint-Raphaël quand un éclatement sinistre de métal brisé lui vrille les entrailles. Devant lui, un trou s'est formé dans la tôle de son avion. Le vent vient lui coller sur le visage des gouttes d'huile noire qui s'échappent de ce trou. Roland Garros se dit qu'il va mourir par luxe pour vivre une jolie aventure, mais quand même, l'idée de sa propre mort imminente, ce n'est pas rien. Mais le moteur continue à tourner régulièrement. Il sent sa vibration jusque dans son corps. Son avion peut tenir. Tout près de lui, il aperçoit les côtes de la Corse. S'il choisit la prudence et décide de se poser, ce sera la fin de son rêve. Roland Garros naît à Saint-Denis de la Réunion, à l'ombre du Piton de la Fournaise, le 6 octobre 1888. 1888. C'est l'année du premier décollage d'un dirigeable motorisé. Certains diront que c'est un joli hasard, d'autres, une prophétie. Mais revenons à la Réunion. L'île possède alors le statut de colonie. L'empire colonial français est proche de son apogée et renforce sa présence en Asie. C'est pour ça que le père de Roland décide de s'installer en Cochinchine, le sud du Vietnam actuel, en 1892. Alors qu'il quitte son île à 4 ans, Roland gardera un fort sentiment d'appartenance à la Réunion, où vivent encore aujourd'hui des descendants de sa famille. La Cochinchine dans laquelle vit le jeune Roland a été annexée par la France en 1862. À Saïgon, son père, maître Garros, exerce le métier d'avocat d'affaires où il défend les intérêts des colons qui font fortune dans le commerce et l'exploitation des terres. Roland vit une enfance choyée et protégée. C'est sa mère qui lui fait cours jusqu'au début du cycle secondaire. Évidemment, à la fin du XIXe siècle, il n'y a pas de bon lycée à Saïgon. À 12 ans, Roland part donc seul à Paris où il est scolarisé au prestigieux collège Stanislas. Comme il attrape une pneumonie, son école décide de l'envoyer dans un établissement de Cannes où le climat devrait mieux lui convenir. Pendant toute sa scolarité, Roland s'illustre dans les disciplines sportives. Il excelle en cyclisme, en foot, mais aussi en piano. Ce sportif aurait donc une sensibilité artistique. Secrètement, dans ses rêves, il imagine qu'il vole. Enfin, c'est un rêve impossible, à moins que... on verra plus tard. Roland retourne à Paris pour sa terminale et intègre ensuite l'école de commerce HEC. Son diplôme en poche, il ouvre sa propre concession automobile. On est en 1908.
On peut dire qu'il est à la pointe de la nouveauté dans un Paris encore encombré d'hippomobiles, des voitures à cheval. Les défis mécaniques le passionnent. C'est sans doute ça qui l'amène dans un meeting aérien près de Reims à l'été 1909. Celui-ci est tellement célèbre qu'une gare ferroviaire temporaire a été construite pour le desservir. Cet événement draine 800 000 spectateurs. Il faut imaginer ce que ça représente. C'est presque l'équivalent de la ville de Marseille. Les meetings aériens, c'est la grande mode de l'époque. On est au temps des fous volants quand les machines improbables volent sur une dizaine de mètres au-dessus du sol sous les hurrahs des spectateurs. Mais il y a aussi les premiers avions, comme la Demoiselle, une sorte de chariot volant qu'on surnomme la tueuse d'hommes parce que ses accidents fréquents sont mortels. Le Blériot 11 est plus solide. Ce monoplan, c'est-à-dire 2 ailes et une carlingue évidée, a permis à Louis Blériot de traverser la Manche en 36 minutes en cette année 1909. C'est un sacré record. Roland Garros tombe immédiatement sous le charme de ces machines. Il achète donc une Demoiselle, ce petit avion ultra léger en bambou et en soie. Vous avez bien entendu, en bambou et en soie. Il commence à voler avant même d'avoir obtenu son brevet de pilotage. À l'époque, on peut se permettre d'être un autodidacte de l'aviation. Les choses ne sont pas encore bien réglementées. Quelques mois plus tard, il participe en volant aux fêtes du 14 juillet 1910 à Cholet. C'est dans l'aérodrome de cette ville, située près de la Vendée, que Garros obtient finalement son brevet de pilotage à l'âge de 21 ans. Roland Garros est encore un débutant, mais il est prometteur. Il est donc engagé pour participer à un meeting aérien à New York. Je pense que pour les gens de l'époque, voir les premiers avions voler est comparable à nos émois actuels causés par GPT et le développement de l'intelligence artificielle. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Sauf que la conquête du ciel, c'est concret. Le public vient pour voir des hommes et quelques rares femmes s'arracher au sol avec des machines improbables. Pendant ce meeting à New York, tout le gratin de l'aviation se croise. Garros a déjà rencontré John Moisant en France. Quelques semaines plus tôt, cet Américain a traversé la Manche avec des passagers en 32 minutes seulement, pulvérisant ainsi le record de Blériot de 4 minutes. Pour la petite histoire, ces passagers ne sont pas n'importe qui. Il s'agit de son mécanicien Alfred Fileux et de sa petite chatte tigrée, Mademoiselle Fifi, qui est à coup sûr le premier félin à avoir traversé la Manche par les airs. En cet automne 1910 à New York donc, John Moisant et Alfred Fileux sont en train de monter un spectacle aérien qui tournera à travers les États-Unis. C'est le Moisant Circus. Roland Garros ne réfléchit pas une seconde, bien sûr qu'il sera de la troupe. Pendant plusieurs mois, il arpente les États-Unis, le Mexique et Cuba. Il fait de la voltige presque tous les jours. Parfois, il y a 4 représentations quotidiennes. C'est pendant cette belle année que Roland Garros gagne son surnom de Cloud Kisser, celui qui embrasse les nuages. Mais ce métier de voltigeur n'est pas sans risque et le deuil l'accompagne des pilotes. À la fin de cette année 1910, Roland Garros voit son ami John Moisant mourir dans un crash alors qu'il s'entraînait pour la Coupe Michelin. Cette coupe récompense chaque année la plus longue distance parcourue sans escale. Après 6 mois de spectacle, Roland Garros rentre en France. Il a 22 ans et des envies de record plein la tête. En cette année 1911, il participe aux 3 plus grandes courses européennes, le Paris-Madrid, le Paris-Rome et le circuit européen. Mais l'avion de Garros n'est pas le plus puissant. Ses concurrents ont des Blériot et des Antoinette qui volent bien plus vite que sa Demoiselle. Il arrive toujours deuxième et la presse française l'appelle l'éternel second. Mais Roland Garros n'est pas du genre à baisser les bras. Il décide de changer d'avion et achète celui d'un de ses concurrents. Il veut battre les autres pilotes sur leur propre machine. Le 4 septembre 1911, il décroche enfin un premier record, celui de l'altitude. Il s'est élevé à 3950 mètres du sol. Garros fait savoir que ce n'est pas la vitesse qui l'intéresse le plus, mais l'altitude. Pour voler très haut, les ingénieurs doivent imaginer des machines solides et selon lui, c'est ça le vrai défi technologique. Son record vaut à Garros un nouvel engagement dans une série de meetings aériens en Amérique du Sud. Il pilote désormais un Blériot 11.
Je sens que les amateurs de mécanique frétillent déjà. Ce petit monoplan peut voler à 110 km/h et c'est grâce à cet avion que Garros remporte de nouveaux records. Il est le premier à traverser la baie de Rio de Janeiro et à survoler la forêt amazonienne. Il emporte même un sac postal entre Sao Paulo et Santos, situé à une 60aine de kilomètres l'une de l'autre. Et oui, ce sont les débuts de l'aéropostale. À l'heure des emails, ça semble complètement fou. Après quelques mois de tournée, Roland Garros rentre en France en 1912. Il veut tenter le circuit d'Anjou. Il s'agit de parcourir 7 fois la distance entre Angers, Cholet et Saumur, soit faire plus de 1000 km sur 2 jours. Les 33 meilleurs pilotes du monde sont là pour l'événement. La très grande majorité d'entre eux sont sponsorisés par des industriels. Or, en ce week-end du 16 et 17 juin, la météo est affreuse, c'est la tempête. Les compétiteurs reçoivent donc l'ordre de ne pas décoller. Roland Garros n'est pas soumis à ces problèmes hiérarchiques parce qu'il vole sur son propre blériot. Lui, il prendra le départ quand même, malgré le vent et la pluie. Il n'y a qu'un autre pilote pour décoller avec lui dans ces conditions complètement folles. Mais Roland Garros est le seul à finir la course. À lui la victoire, remportée grâce à son audace. Maintenant, pour la presse française, l'éternel second est devenu le champion des champions. Dans les mois qui suivent, Roland Garros se rapproche de Raymond Saulnier et de Léon Morane. Ces deux ingénieurs viennent de monter leur propre firme et veulent que Roland devienne leur pilote officiel. Le premier essai de Roland n'est pas concluant. Il trouve l'avion Morane-Saulnier trop lourd et trop rapide. Garros ne veut pas un bolide, il veut une machine capable d'aller très haut. Si les deux ingénieurs veulent le revoir, il faudra alléger l'avion et augmenter son autonomie. Oui, Garros commence à avoir des exigences de diva. Mais les deux ingénieurs modifient leur machine pour créer un avion sur mesure pour lui. C'est le début d'une fructueuse collaboration. Les pilotes d'essai sont recrutés sur leurs compétences, mais aussi sur leur goût du risque. Il y a tant de records à battre. Avec Morane-Saulnier, Garros devient le premier aviateur à rallier 2 continents en traversant la Tunisie et l'Italie avec 2 escales seulement. Il est d'ailleurs le premier aviateur à survoler le Vésuve. Il obtient aussi un nouveau record d'altitude en volant à 5610 mètres. C'est beaucoup plus haut que le Mont Blanc et c'est l'altitude de certains avions de ligne aujourd'hui, mais sans cabine pressurisée. Je crois que j'exagère à peine en disant que Roland Garros passe plus de temps dans les airs que sur Terre. Même quand il rejoint sa compagne Marcelle sur la Côte d'Azur à l'été 1913, il ne peut s'empêcher de participer à des meetings d'aviation. Et puis, cette Côte d'Azur, tout ce bleu avec l'Afrique en face, ça ferait un joli record s'il ralliait l'Afrique sans survoler l'Italie. Garros n'arrête pas d'y penser et commence à préparer son coup avec son équipe. Mais les vents cet été-là lui sont défavorables. Il faut attendre le moment opportun. Nous sommes le 21 septembre 1913 à Paris. C'est dimanche matin et c'est le dernier jour de l'été. Il fait beau. Le téléphone sonne, Garros décroche. C'est son mécanicien au bout du fil. Ça y est, le vent a tourné. C'est le moment de tenter l'impossible. La traversée de la Méditerranée sans escale. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Roland Garros, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à Roland Garros, le jeune Réunionnais est devenu un prince de l'aviation en remportant de nombreux records d'altitude et de distance. Le champion des champions, comme l'appellent les journalistes, est désormais le pilote d'essai des avions Morane-Saulnier. En septembre 1913, il s'apprête à battre un nouveau record, la traversée de la Méditerranée sans escale. Épisode 2. Des records et des guerres. Le dimanche 21 septembre, Roland Garros reçoit un coup de téléphone. Son mécanicien lui annonce que le vent a tourné, il va pouvoir traverser la Méditerranée. Il en rêve depuis 2 mois. Ça y est, c'est le moment.
Le lendemain, lundi 22 septembre, Roland arrive à la base d'aéronautique de Saint-Raphaël. Le grand départ sera pour le lendemain matin, au petit jour. Le 23 septembre, à 5h52, Roland Garros décolle. Il laisse les côtes varoises derrière lui, traverse la mince couche de nuages et se retrouve dans un ciel limpide. Il n'a qu'à suivre la direction donnée par sa boussole pour se repérer. Mais alors qu'il arrive près des côtes corses, un bruit métallique lui glace le sang. Des gouttes d'huile noire lui sautent à la figure. Après un instant de peur, Garros constate que son moteur tient le coup. Une pièce a sauté à l'avant de l'appareil, mais les mouvements de l'hélice génèrent une tension qui fait que tout continue à marcher. Il faut faire un choix, et vite. Se poser en Corse ou continuer. Le moteur tourne régulièrement. Roland Garros ne parvient pas à se dire qu'il faut abandonner un record. Il ne veut pas voir son rêve se terminer à cause d'un accident technique. Et pourtant, ça lui paraît idiot de mourir dans un accident d'avion. Selon ses propres mots, c'est une mort de luxe, une mort pour l'aventure, mais c'est mourir quand même. Finalement, le goût du dépassement l'emporte. Garros poursuit sa route, la Corse est désormais loin derrière lui. Alors qu'il survole la Sardaigne, une autre panne survient. Il continue à voler, le cœur battant. Bientôt, il n'y a plus que le bleu autour de lui. Alors qu'il approche des côtes tunisiennes, il aperçoit 3 torpilleurs. Il sera récupéré par ces bateaux en cas d'accident. Roland Garros plonge en spirale pour se rapprocher des navires et échappe de justesse à un bain ridicule, ce sont ses mots. Mais encore une fois, il s'accroche et se pose finalement à 13h40 à Bizerte, en Tunisie, après 8 heures de vol. Son réservoir de carburant est presque vide, il vient de parcourir 780 km sans escale au-dessus de la mer. Garros rentre en France en héros où la presse célèbre son exploit. Dans les mois qui suivent, il continue à participer à différents meetings aériens, jusqu'à ce qu'un événement fasse basculer le destin du monde. Le 28 juin 1914, François-Ferdinand d'Autriche, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. Par les jeux d'alliance, toute l'Europe entre en guerre dans les semaines qui suivent. D'un côté, il y a les alliés, avec la France, le Royaume-Uni et la Russie. De l'autre, il y a la triplice, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Oubliez cette vieille légende scolaire qui dit que les Français sont partis à la guerre la fleur au fusil à l'été 1914 en pensant qu'ils seraient rentrés pour Noël. Qu'ils auraient été préparés à la revanche contre l'Allemagne dans les salles de classe par leurs instituteurs, les hussards noirs de la Troisième République, pour reprendre l'Alsace et la Lorraine perdues en 1871. Oui, la haine du Boche est bien présente, et les plus vieux se souviennent encore de l'humiliation de la guerre de 70. Mais croyez-moi, les paysans n'ont pas envie de quitter leurs champs prêts pour la moisson, et les cols blancs des villes n'ont pas envie de porter le pantalon rouge garance et la capote gris de fer bleuté. L'uniforme bleu horizon ne viendra qu'en été 1915, quand on se sera rendu compte que ça ne sert à rien d'être beau pour mourir dans les tranchées, et que le rouge, ça se voit de loin. La Première Guerre mondiale. Personne n'avait jamais vu une telle boucherie. Pendant 2000 ans, la guerre, c'était 2 groupes d'hommes qui se fonçaient dedans avec des armes de jet et des épées. Et puis la poudre est arrivée, mais les arbalètes et les fusils n'avaient pas de très longue portée avant la fin du 19e siècle. Et puis il y a eu les canons et les obus remplis de shrapnel qui vous déchirent le corps comme si vous étiez une motte de beurre. Alors pour résister, on s'enterre dans les tranchées. La guerre devient une attente de l'assaut meurtrier pendant des semaines, des mois, des années. Et même dans la terre, on n'est pas en sécurité. La science a permis la création d'armes inédites, les armes chimiques. Rien que leur nom évoque déjà l'asphyxie. Le chlore, l'acide cyanhydrique, le bromure de benzyle, le phosgène, et puis l'hypérite, le fameux gaz moutarde qui vous brûle encore plusieurs heures après que vous lui ayez échappé. 7% des soldats de la Première Guerre mondiale sont morts à cause des gaz. Ça représente 1 300 000 hommes. Il faut s'envoler haut pour retrouver l'air pur. Et puis pour la première fois, la guerre n'est pas que sur Terre, elle est aussi dans le ciel.
Ça fait déjà 2 ou 3 ans que les gouvernements européens qui sentaient monter le conflit ont poussé les ingénieurs aéronautiques à réfléchir à des avions de guerre. Quand la guerre a éclaté en 1914 donc, de nombreux pilotes se sont engagés pour leur pays. C'est le cas de Roland Garros. Né dans les colonies, il n'était pas obligé de s'enrôler dans l'armée, mais il l'a fait par patriotisme. Gardez à l'esprit que tous les pilotes européens se connaissent. Ils se sont croisés dans des meetings ces dernières années. Ils se respectent comme pilotes. Mais les rivaux d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. En souvenir de leur amitié, ils prendront l'habitude de survoler le champ de bataille à la fin du combat pour lancer des couronnes aux pilotes morts pour leur pays. La première bataille aérienne a lieu le 5 octobre 1914 dans le ciel de Reims, près des lignes de front. C'est quasiment un duel aérien. Il faut voler au même niveau que le pilote adverse pour tirer sur lui au pistolet ou au fusil. Ce jour-là, le Français Joseph Franz et son mécanicien Louis Queneau volent à bord d'un Voisin 3, un bombardier biplace de fabrication française. Ils tuent le sergent Wilhelm Schlichting et l'Oberleutnant Fritz von Sagen à bord de leur avion allemand, un Aviatik. Ces duels aériens ne sont pas très performants, mais ils se multiplient rapidement. Roland Garros intègre l'escadrille 23 surnommée MS-23 car les avions utilisés sont des Morales Saulnier. Il participe à des missions de reconnaissance et aussi à des largages de bombes. Roland et son ami Saulnier participent eux-mêmes à la création des mitrailleuses synchronisées qui tirent entre les pales des hélices désormais blindées pour résister aux ricochets accidentels des balles. On peut donc maintenant tirer des rafales de face sur les avions ennemis. En janvier 1915, le premier chasseur monoplace équipé d'une mitrailleuse est opérationnel. Après cette phase de travail avec les ingénieurs, Roland Garros est affecté à l'escadrille MS-26. Il remporte plusieurs batailles dans les airs. Le voilà détenteur d'un nouveau record. Il est le premier pilote victorieux dans un combat aérien à bord d'un monoplace. Mais cette série de victoires ne va pas durer. Le 18 avril 1915, Roland Garros survole la Belgique. Il est touché par des soldats allemands au sol qui possèdent désormais des canons anti-aériens. Il atterrit en urgence à Hulst, dans les Flandres. Son premier réflexe est de chercher à mettre le feu à son avion pour que les Allemands ne puissent pas s'emparer de lui et étudier son système de mitrailleuse qui tire à travers les hélices. Mais il n'en a pas le temps. Il est arrêté avant. Les ingénieurs allemands vont donc confisquer son invention et la perfectionner. Sur les avions allemands de type Fokker E-3, il n'y a plus de problème de ricochet. Ce sont maintenant les ennemis des Français qui dominent les airs pendant plus d'1 an. En tant que célébrité, Roland Garros est très surveillé. Il est déplacé dans plusieurs camps allemands et polonais. Après plusieurs tentatives avortées, l'aviateur parvient enfin à s'échapper en février 1918. Cette fois, il a dérobé un uniforme allemand pour passer inaperçu. Après avoir regagné la France, Roland Garros retrouve sa place de pilote dans l'aviation militaire. Georges Clemenceau, alors président du Conseil des ministres, aurait préféré qu'il reste à l'état-major, mais le champion des champions est déterminé à se battre. Il a seulement 29 ans, mais il est très affaibli physiquement après 3 années de mauvais traitements en détention. Il est devenu myope, mais il le cache. Il ne met discrètement ses lunettes de vue qu'une fois installé dans son avion. L'état de sa vue n'est pas son seul problème. En 3 ans, la technologie des avions a beaucoup évolué. La remise à niveau est difficile. Son escadrille vole maintenant sur des SPAD-13, des avions de chasse pouvant atteindre la vitesse de 220 km/h et l'altitude de 6550 mètres. On est très loin des records de Roland Garros avant la guerre. Mais l'aviateur persévère. Il est finalement autorisé à repartir au combat. Nous sommes le 5 octobre 1918. Demain, Roland Garros aura 30 ans. Il monte dans son avion et décolle dans le ciel des Ardennes pour en découdre avec les Allemands. Mais ce jour-là, un Fokker des 7 de l'armée allemande fonce sur lui et ouvre le feu. L'avion de Roland Garros est touché, probablement au niveau du réservoir. Il explose. Le champion des champions est enterré dans un carré militaire du cimetière de Vouziers dans les Ardennes. 5 semaines plus tard, le 11 novembre 1918, l'armistice est signé. La guerre est terminée. Mais quel rapport entre Roland Garros et le tennis, me direz-vous ?
Eh bien aucun. Enfin, le lien n'est pas évident. En 1927, les Français remportent la Coupe Davis. Ils devront donc accueillir la finale l'année suivante. Le petit monde du sport parisien est en ébullition. Il faut construire un stade assez grand et moderne pour accueillir un tel événement. Le Stade français, le Racing Club et la ville de Paris se mettent d'accord pour que le nouveau stade soit construit sur le terrain de l'ancien stade Jean Bouin situé près de la porte d'Auteuil, à la lisière du bois de Boulogne. Émile Le Sieur, le président du Stade français, a néanmoins une exigence. Le nom de ce nouveau complexe sportif devra porter le nom de son ami héros de guerre, Roland Garros. Le 11 mai 1928, le stade Roland-Garros devient le temple français du tennis sur terre battue. Poussière ocre, balles jaunes, cris des athlètes qui donnent un coup dans la raquette. Tout ça ne devrait pas faire oublier que Roland-Garros est mort pour la France. Alors peu importe l'issue des matchs, parce que la France a déjà gagné la guerre en 1918. C'est la fin de ce récit consacré à Roland-Garros. Je vous remercie de l'avoir écouté. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio et comme dans l'armée de l'air, c'est un travail d'équipe. À la production, le général de brigade aérienne Bichler. À la réalisation, le colonel Ibrahim. À la direction artistique, le commandant Tarot et la première classe Imbert. À la composition des musiques additionnelles, le commandant Tarot et l'adjudant Guidis. À la communication et à la diffusion, le sergent-chef Decroix et le sergent Bertil. Au texte et à la voix, votre humble serviteur, pilote des lignes. À bientôt au cœur de l'histoire.